France Culture. Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comme souvent, et aujourd'hui encore, des pièces de théâtre à la fois expérimentales et de très grande qualité sont portées à la radio avant de l'être sur scène. Car c'est la voix qui crée le théâtre. Et Audiberti est un maître de la voix. Toute son œuvre est une forme d'opéra. La pièce de Jacques Audiberti que nous allons entendre, Les Femmes du Bœuf, fut donc donnée à la radio en 1947, un an avant sa création sur scène. L'intrigue ? Dans la maison du boucher, il y a du sang. Ce sont les premiers mots de la pièce. Toute la boutique, toute la maison ne sentent que le sang. Et il y a un peuple de femmes. Carte blanche. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche à Audiberti qui vous présente Les Femmes du Bœuf. Voici quelle en sera la distribution. Le Bœuf, Georges Flatteau. Madame Gontran, Yvette Andréor. Sabot, Georges Vitali. Le Rouquin, Lucien Guerville. Georges Vitali, Max Palinck. Geneviève, Suzanne Dalty. Amélie, Monique Delaroche. Le Fils, René Clermont. Les voix, Suzanne Flon, Noël Pichette, Maurice Chevy et l'auteur Audiberti. Bruitage, Léonce. Prise de son, Gaston Guénez et André Rouffia. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Les voyageurs pour Amance, Origny, Flachenant, Paris en voiture. Il doit siffler comme ça pour fiche les foies au train et le faire détaler. Le chef de gare, il se prend pour l'empereur du Pérou, ma parole, à faire le polichinelle avec son lampion. Et dire aucun c'est son boulot, tout le monde peut pas vendre des jartelles. Et pourquoi mon vieux sabot qui n'en vendrait pas des jartelles? Ouais, j'aurais un œil rouge à bout de bras sur les rails, j'en profiterai pour arrêter les express et y bonnir ma camelote aux femmes du train. Encore 200 kilomètres, si seulement on prenait pas de retard. Ma femme, un coup, elle m'a attendu à la gare de 5h30 à 6h moins 20. Les jambes lui rentraient dans l'estomac. Un peu plus, elle lui ressortait par l'azimut. T'es dit 5h30 et 6h moins 20, c'est rien ça. Ça serait rien si ça serait le même jour. Mais 5h30 comme tu dirais aujourd'hui, et 6h moins 20 le surlendemain. Compte ce que ça fait comme temps gris. En attendant, je vais me taper une goutte. C'est pas de la rainette, c'est de la mirabeille. Mais pas Mirabeille, Mirabelle, t'es pas dans une ruche. N'empêche que le schnapp, c'est plus doux que du miel. C'est plein. Par ici, les enfants. Qui est-ce qui a les sandwichs? Alors, Geneviève, où qu'est passé Geneviève? Mon petit, je te l'ai toujours dit. Tant que tu ne te feras pas couper tes cils, tu ne pourras jamais entrer par une portière normale. Ah, voilà les voyageurs qui rappliquent. Ah, c'est l'époque qui veut ça. Il y a des gens qui prennent le train comme si c'était un bain de pied. La politesse, où c'est qu'ils la mettent, tu veux me dire? Le résultat, c'est que je pourrais pas ronfler. Bah, pour ce que tu ronfles, parlons-en. Depuis qu'on est parti, t'as pas cessé de parler, alors. Dites donc, il y a l'air d'y avoir de la place par ici. Non, mais un compartiment avec de la place, on n'avait pas vu ça depuis le Moyen-Âge. Non, pardon, monsieur, ce colis est à vous? Je veux qu'il est à moi. Et du lard de cochon que je rapporte à ma femme. Il est un peu vert. Le lard, c'est comme le reste. Il faut le temps de se faire, de prendre de la bouteille. Oui, ben on pourrait peut-être mettre le lard dans le filet. Mademoiselle serait assise. Ça d'accord? C'est pas toute l'ennemi qu'on a l'avantage d'avoir près de soi une libellule aussi bien mordorée. Pardon, y a-t-il encore une place? Tiens, monsieur Audiberti, pour une surprise. Monsieur Vitali, quelle surprise en effet!
Qu'est-ce que vous faites là? Nous revenons de province. Il y a de la figue toute l'année et du glouglou dans les glouteilles. Oh, dis, t'es chante. Ah, tu vois, Mirabeille fait équipe avec Glouteil. Et sans aller plus loin, t'as jamais entendu Marcel à la place de Marseille? Marseille, c'est une ville. Marcel, c'est une fille. On s'y reconnaîtrait plus. Et quand sur le chantier, le contremaître fait venir les gars pour toucher la paye, tu leur dirais que c'est pour toucher la pelle, tu les verrais se dépiner. Et salut mon signor qui récolterait les gars. La pelle, on vient tout juste d'en jouer un air. Alors, vous en prenez une goutte, oui ou non? Merci, merci, je ne bois pas. Une cigarette alors? Non, non, je ne fume pas, merci. C'est pas un marrant du tout votre copain. Il boit pas, il fume pas. De ce pas, il va nous sortir qu'il bouffe pas. Et il n'y a plus de soleil dans la vallée pour le coup. Et du glouglou dans la glouteille. Tout va finir par des combats. Tant pis pour ceux qui crient, qui crèvent. Le monde est fait comme un rat. Il faut le vivre comme un rêve. Non, voyons, monsieur Audiberti, quel est donc ce département si froid et si solitaire? La Savoie? La Haute-Savoie? La Savoie, vous plaisantez. La Savoie, maintenant, c'est le métro. C'est la place de la Concorde. Non, je reviens de la Lozère. C'est un étrange endroit, vous savez, la Lozère. Quelque chose comme le Grand Nord. Le Grand Nord du Midi. Dans la Lozère, bougez pas. Il y a un viaduc. Le viaduc de Garabit. Parfaitement. J'y ai travaillé dans le temps. Tout le viaduc, autant dire, repose sur un pilier central, taillé en pointe comme un crayon. La pointe tiendrait dans une soucoupe. Et dans une soucoupe. Garçon, remettez-nous ça. Remettez-moi ça, je veux dire. C'est pas de la rainette, c'est de la Mirabeille. Prends garde, Rouquin, tu vas te salir le nez jusqu'au tripes. Blindé que je suis, mon pote. Le coup que le portugais m'a cherché avec une carafe de flotte et qui me l'a collé sur le tournant de la cafetière, c'est la carafe qui a été sonnée. Tant et si bien que le gars, tout pantois, il m'a dit pardon. Flotte contre agneau, j'avais la loi. Alors, là, Je suis bien content de vous rencontrer, monsieur Audiberti. Je voulais vous proposer quelques petites modifications. Des modifications. Mais des modifications à quoi? Mais à votre texte, tenez, par exemple, je trouve que le deuxième acte s'achève un peu dans le vide. Et les dernières répliques sont ternes. Mais il importe, juste avant que tombe le rideau, de remettre du vinaigre dans la salade. C'est une des lois du théâtre. Le code des lois du théâtre, monsieur Vitali, est-il en vente quelque part? Mais le théâtre est un art complexe. Oui, le rôle du texte y est considérable. Mais d'autres facteurs interviennent. Le décor, le mouvement, le metteur en scène. Voyons, vous ne voulez tout de même pas dire, cher monsieur Vitali, que le metteur en scène aurait le droit de changer l'emplacement des mots, comme s'il s'agissait de pots de fleurs, ou de couper dans un dialogue comme dans du calicot. Nous ne sommes pas au cinéma, voyons. Atelier fait une fois pour toutes. Remarquablement cher, monsieur Audiberti, à quoi reconnaît-on qu'un texte est achevé? À ceci, fabuleusement cher, monsieur Vitali, à ceci, que celui qui l'a fait gueule quand on y touche. Incomparablement cher, monsieur Audiberti, mais je serais le père, le beau-père, le fils et le petit-fils de la honte si je ne vous suppliais pas de mettre un peu de vinaigre dans la salade. Inexprimablement cher, monsieur Vitali. Oh, les cher. S'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de fond. La forme étant ce par quoi le fond affleure et devient saisissable. Mais que la forme ne soit pas arrêtée, rigoureuse, elle se met à fondre à son tour. Je ne me dégonflerai pas. Ils tiennent mauvais, mais ils se retiennent. C'est du mou, c'est du cérébral. Eh, mademoiselle, pour qui êtes-vous? Pour le petit père aux cheveux blancs ou pour le jeune arlequin à la cravate framboise? J'aime les cravates framboises. Je ne déteste pas la gravité de l'âge. Stanislavski a dit sur la mise en scène Actior dolgen gitin scène. Et Saint-Augustin, sur la mise en scène, vous savez ce qu'il a dit, Saint-Augustin? Proscenium spectaculum. Actior dolgen gitin scène. Je vous certifie que Stanislavski, Allez, jeune, démange-moi un retourne-crêpe. Ah, fin Dieu, vous le sérieux, le pas buveur. Fendez-vous d'un jeton sec au pichonnet. Toi, pas content, tu lui refiles un atout de tête dans le phébus. Lui, malgré les ans, il se croche dans le filet par les doigts de pied de l'avant-bras, comme Tarzan, et tu rends sa monnaie à grands coups de pompe dans le réfléchisseur.
Lui, alors, le metteur en scène, il se déracine les banquettes. Ça, c'est du théâtre. Du théâtre. Ah, tu vois sa bouche, je te le disais. On a eu du blaire de prendre des secondes. Ah, mais c'est pas... Combien de temps encore avant Paris? 4h, 4h15. On pourrait peut-être éteindre, essayer de dormir. Je suis rompu. Moi, dans les voyages, ma méthode, c'est de relever la garnison toutes les 2 plombes. La garnison de mon estomac. Exemple, j'ai mangé sur le coup de 11h un tombant de lard assez conséquent pour repaver la rue des Canettes, si vous connaissez. Et j'y ai donné comme escorte d'honneur 1 kilo de rouquin, point net. Ouais, moi, tu me connais, hein. Œufs durs, pipe et saucisson. Saucisson, pipe et œufs durs. Et cracher toujours au même endroit, pour pas incommoder l'assistance. À la fin, ça fait un lac. Il manque plus que les poissons. Je n'ai pas l'impression que nous pourrons dormir beaucoup. Non, moi non plus. Et dans votre Lozère, vous avez écrit? Oui, je fais une pièce. Un petit acte. Vous l'avez là? Permettez. Oui. Ça semble amusant à première vue. Et si on la jouait? Vous dites? Mais on pourrait très bien jouer ça. Mais où? Maintenant, ici même. Comment? Dans ce bruit, dans cette odeur? Mais nous avons des acteurs, des auditeurs aussi. Les rôles sont tapés. Voyons, 2 hommes, le père, le fils. Ben, René sera le fils, je serai le père. Alors, quant aux femmes, il y a une vieille, une jeune. Bon, Yvette fera la vieille, ça la changera. Et Monique la jeune. Les autres femmes, voyons, elles sont quelques-unes, j'ai l'impression. Toutes les femmes de la Terre, à peu près. Eh ben, René, va donc inviter les voyageuses des compartiments voisins à se joindre à nous. Monsieur Vitali, vous croyez Mais que... ces dames ne demandent pas mieux. La première nature de l'être humain, c'est le théâtre. La deuxième nature aussi. Et la troisième ne tranche pas sur les 2 autres. Allez, allez les enfants, préparez-vous. Mais voyons, le bruit du train... Moi, je vous parie qu'on ne l'entendra pas. Votre manière d'écrire, justement, se coïncide parfaitement avec ce vacarme monotone. Monsieur Audiberti, en 2 mots, présentez-nous cette pièce. C'est très simple. Elle s'appelle Les Femmes du Bœuf. Oh, les femmes du bœuf, rien que ça. Vous aviez l'air de renifler de travers sur mon lard et le cochon, et sur ce que mes boniments ils pouvaient avoir de grasouillet, et d'un seul coup, vous sortez ça, les femmes du bœuf. Ah, les marchands de jartelles comme moi, ils se grattent tout partout le corps sans façon. Les intellectuels, c'est seulement dans la tête qu'ils cherchent leur poux. Mais ceux qui se dénichent pèsent tout de suite 60 livres pièce. Les Femmes du Bœuf. Ça se passe avant l'autre guerre, chez un boucher, là-bas. Au lever du rideau, le rideau de fumée de la pipe de Monsieur le Rouquin. Hein? Nous sommes dans la salle principale de la maison du boucher. Ça me donne des vérités d'escalope. Dans la salle principale de la maison du boucher. Là-dedans, ça sent très fort. Comme dans notre boîte à roulettes. Encore plus fort, peut-être. Une odeur lourde. Une odeur forte, âcre, sanglante, charnelle, boucherie et féminité. Sont en présence tout au début une vieille femme avec des ciseaux qui pendent le long de sa jupe noire et une jeune fille. Sur ses cheveux, la vieille femme porte un fichu de soie noire. Elle s'appelle Madame Gontran. La jeune fille s'appelle Amélie. Toute la boutique, toute la maison ne sentent que le sang. Ça ne me regarde pas directement, mais je voudrais faire s'en aller cette odeur. Les uns disent l'eau de Javel et la potasse. Moi, je m'en tiendrai aux fenouilles bien hachées avec de la pervenche. Mais la pervenche se fait rare, même l'été. C'est le genre des villes qui commence à gagner. Ici, à Parpinals, nous sommes juste au terminus du chemin de fer. Au-delà, dans la montagne, la diligence continue. On vieillit et les fleurs s'en vont. Les fleurs de quand on était jeune. Où vont-elles? Ah, enfin, nous avons un pape.
Léon XIII. C'est toujours ça. Je l'ai vu dans le supplément illustré. Il est tout blanc. Un pape est toujours blanc, jeune fille, sache-le. Moi, j'en ai vu pas mal de papes. Moi ou ma mère. Les vieilles se confondent entre elles. Oh, mais vous n'êtes pas vieille, voyons. C'est surtout quand je te regarde, ô petite, que je le suis. Quand je suis venue ici, couturière à la journée pour la première fois, j'avais 18 ans. Et le bœuf, comme nous disons, ton oncle, quoi, il avait 10 ans. Ah, c'était déjà quelqu'un. Ma journée de couturière à la journée a duré 40 ans. Elle n'est pas finie, Madame Gontran. Sûr que non. Il y en a qui me regrattent, d'autres qui me remaigrent. Moi, déjà, je ne suis qu'un os. Ah, c'est cette odeur de sang que je voudrais qu'elle passe. Ici, censément, c'est le salon. La preuve, ces bateaux dans les cloches de verre, ces broderies de la Chine et le portrait du maréchal Victor. Le sang chez un boucher, c'est la nature, c'est la loi. Mais jusque dans le salon, ça me fait peine. Ton oncle est le plus grand boucher du département. Le plus grand, le plus puissant. Il fait manger de la viande à plus de 40 villages. Pour transporter les bêtes mortes, il a des chevaux vifs, nourris de fleurs de son. Il s'appelle Maître Lafède. Dans la langue du Languedoc, une fède, c'est une brebis. Une brebis. Lui, vaille. On a eu meilleure grâce à le surnommer le bœuf. Le bœuf de Parpinals. Et un bœuf, c'est encore bien trop petit, bien trop sucré. Un monstre, il faudrait dire. Un tonnerre de sort. Pour commencer, il pèse 144 kilos. Elle est morte de quoi, sa femme? Sa femme? Ses femmes, tu veux dire? Il en a eu 3. Elles sont mortes de lui, ma fille. Et ce n'est pas sa faute, car c'est le meilleur cœur, la tripe la plus saine. Mais il a le sang trop fort, les humeurs trop vives. Tes 2 cuisses, ma jolie, valent à peine son coup. Quand il sort dehors, le soleil se met à transpirer. Il souffle et c'est le vent sur la terre. Un homme comme ça, si grand que soit son lit, il doit y dormir seul. À côté de lui, n'importe quelle femme étoufferait. Il prend tout l'air, tu comprends? Eh oh, tu ne comprends pas. Il faut l'avoir vu assommer un taureau d'une gifle. Ah, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Mais qu'est-ce que c'est? Eh, c'est lui, le pauvre. Il se lève. Cette nuit, tout seul, il a dû pleurer. Riche de chair et de sang comme il est. Mener la vie d'un moine. Oh, je ne suis arrivée que d'hier, mais il me semble pourtant que la maison est pleine de monde, pleine de femmes. Notre bœuf, les femmes qu'il tue par devant, elles lui repoussent par côté. Sa mère est morte. Elle est morte de le voir si gros. Elle, si petite. Elle était fière de lui, mais elle avait honte pour elle. Quand elle le regardait, il lui semblait qu'elle avait trop mangé. Elle croisait les mains. Enfin, dans un sens, moi, je la remplace. Les rides, les lunettes, le fichu. Chacune de ces femmes lui a donné 3 filles. L'aînée, Maria, va sur ses 36 ans. La plus jeune, Louisette, vient à peine de renouveler. Ça fait 11. Ça fait 11? Tes 9 cousines, moi et ma fille, ça fait 11. Tu peux compter. Moi aussi, j'ai une fille. Elle est un peu sèche parce que tu sais, les femmes, il vaut mieux qu'on les arrose. Elle arrose les fleurs à l'autel de l'église. 11 femmes dans la maison, mais c'est beaucoup d'ouvrages et de soucis. 11 femmes, tu plaisantes. 30 femmes ici, dans sa maison, nous sommes. Sans compter les photographies des pauvres mortes. Nous avons une comptable, une cuisinière, une repasseuse, 2 servantes, 3 commises de magasin. Mais ce n'est pas tout. Quand son frère, ton oncle le sergent, est arrivé de Tunisie, ils se sont embrassés, le bœuf et lui. Et le pauvre sergent, avec sa médaille, est tombé raide mort. Il était marié. Nous avons pris sa femme et sa fille, Honorine. 21. Nous sommes à 21. Tu me suis? Dommage que je n'ai plus mon beau crayon d'argent pour prendre des notes. Pas besoin de crayon. J'ai le bœuf et la maison dans la tête et dans le cœur. Et maintenant que le malheur en a voulu, vous avez eu le deuil.
Votre mère est partie dans l'autre monde. Et vous voilà, toi et ta sœur. Il vous adopte. Ah, le brave homme. 22 et 23. La demoiselle de la poste et l'institutrice logent chez nous. Il te leur fourre des beefsteaks rouges comme du feu. 24 et 25. Il faut dire que l'institutrice, bien heureuse qu'elle est, a gardé sa mère avec elle. Les mères, les filles, les mères, les filles. On dirait un bruit de rivière. 26. Eh bien, mais ça ne fait que 26. Et cette femme de Paris qui fait de la peinture et qui nous est tombée avec sa bonne, comme elle dit, et avec sa parlette et ses pinceaux, et qui s'est cru que nous faisions hôtel. Il fallait la mettre dehors, peut-être. Le compte y est. J'avais bien raison de dire que nous étions 30 pécores dans les tables du bœuf. Ah, vous comptez mal, Madame Gontran, nous en étions à 28. Eh bien, fillette, ajoute la chienne, celle qu'ils nommeront sa joie. La chienne? Oh, non, ça pour le coup. Enfin, mais bonne mère, ça ne fait jamais que 29. Les filles veulent tout avaler d'un seul coup. Le numéro 30. Ah, c'est le numéro 30 qui me plaît. Qu'est-ce? C'est le numéro 30 qui chante? Non, c'est le numéro 14, Virginie. Ce pas dans l'escalier. L'institutrice. Cette porte qui grince. Les 3 filles du 3e lit. Cette flûte. Lucienne. Elle a eu la peau du gosier brûlée il y a 10 ans, en buvant de l'essence de térébenthine. Elle croyait que c'était de la limonade. C'est peut-être la plus belle de toutes, forte comme un homme, dure de partout, les mamelles, les hanches, un regard à faire baisser celui du bœuf. Mais la peau du gosier comme une toile d'araignée. Si elle parlait, elle mourirait. Elle joue de la flûte, c'est son seul langage. Voilà la servante de table, la demoiselle des postes, la bonne de la femme qui peint, la chienne qui porte, tu te souviens, le numéro 29. Oh, Madame Gontran, le numéro 30. Je m'énerve tant je l'attends. Quelle est la dernière des femmes de la maison de mon oncle? La dernière femme, c'est le fils. Le fils? Ton cousin Marcelin. Ce n'est pas une femme, mais ce n'est pas un homme. Il rêve, il va, il fléchit sur ses jambes comme ça, comme s'il allait faire les 3 sauts. Mais il ne saute jamais. Il a 20 ans. Il a mon âge. Il est mou de la cervelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a jamais rien fait. Il y a 9 mois, il a demandé à parler au bœuf. C'était risible de les voir, l'un si large, l'autre si mince. Il a dit au bœuf, « Père, je veux garder le troupeau. Donne-moi les moutons à garder, je serai bien, va. J'ai déjà le couteau et la petite croix. » Dans un sens, ça l'a touché, notre bœuf, de voir que son pauvre imbécile de fils voulait se rendre utile. Il a pris conseil de médecins et en fin de compte, on a fait mettre des vitres à la masure de la montagne et on a envoyé le fils là-bas comme il le voulait, avec un bon lit, des boîtes de conserve, 15 moutons bien dressés, 2 chiens et un domestique. Bref, le fils est dans la montagne, vers la Lozère, justement du côté d'où tu viens. Mais Madame Gontran, qu'est-ce que ça sent? Ça sent de plus en plus fort. Chez un boucher, que veux-tu que ça sente? Ça sent le sang. Ça sent aussi la jolie peau des femmes. Ah non, ça sent aussi autre chose. Le bois brûlé, le pain qu'on met à cuire, le fenouil, l'eau de Cologne, la pourriture. Et qu'est-ce que c'est? Ne te tourmente pas. C'est le bœuf qui descend. Bonjour, je suis moi. Tu vois bien, ma commère? Oui. Toi, ma nièce, je te salue. Tu as bien dormi? Je te l'ai dit, ici tu es au tien, tu es chez toi. Ta mère, c'était ma sœur, tu es ma fille. Et voilà. Des fois, je crie, mais n'aie pas peur. Il ne faut jamais avoir peur. Celle qui commande après moi, c'est ma commère Gontran. Et elle a dû te dire que... Enfin, tu connais tout le monde ici, hein? Oh, je n'ai pas encore eu le temps. On est nombreuses, n'est-ce pas? 30, il paraît.
Eh oui, c'est mon destin. Je me marie et je suis veuf. Je suis plein de femmes et tout seul. Parfois je pleure. Oh, des larmes de boucher, ça ne touche personne. Mais moi, je connais dans le poids. Et je te donnerai ce qu'il te faudra. Tu nous quitteras quand il te plaira. Tu resteras tant que tu voudras. Je ne peux pas mieux dire. Oh, merci, mon oncle. Vous êtes bon et brave et moi toute confuse. J'ai trop de force. Voilà le mal. Et pourtant, je ne mange que des herbes et de l'ail. Et dites-moi, mon oncle, et mon cousin, le petit Marcelin qui a mon âge, quand nous étions menus et tout drôle, il y a de ça 10 ou 12 ans, je me rappelle l'avoir vu ici à Parpinals pour une fête Dieu. Sur l'épaule, il portait une peau de mouton. Petite, tu devais attendre que ton oncle t'en ait parlé le premier. Laissez. Elle a raison de s'ouvrir toute franche. Mon fils, il fait le couillon, il fait le berger. C'est comme ça. Dans ce village et dans les autres, il y a des enfants d'épiciers ou de simples charcutiers qui passent le vachot pour être colonel. Moi, le mien, il fait le berger. Oh, je n'en rougis pas. Mais dire que j'en suis heureux, non, n'est-ce pas? Pourtant, il avait tout. Mais que faire? Toute la force, c'est moi, le père, qui me la suis gardée. Il n'a rien, lui, dans les veines que de la fumée. Oh, que j'aimerais le voir. Où est-il? Mais il se tient d'ordinaire quelque part dans les pierres là-haut, dans la Lozère, du côté de Brévols. Justement, tout bien. Mais c'est vrai qu'il y a là-haut des bergeries. Oh, peut-être que je l'ai rencontré, mon cousin, avec ses moutons. Oh, mais bien sûr, sans le reconnaître. Un de ces bergers même m'a parlé. Il m'a donné une rose en pierre de source. Aujourd'hui, ce matin même, tu le verras, notre berger. J'ai besoin que le petit vienne pour une signature chez le notaire. Il m'a donné toutes les procurations que j'ai voulues, parce que lui, les notaires... Oui, mais dans les affaires, on ne peut pas tout prévoir, nous sommes individus. Il va venir et repartir, pauvre petit. Si ça te chante, tu le regarderas. Il n'est pas bel homme pourtant, et moi, son père, de le voir comme ça, j'en crèverais de chagrin dans toute ma foutue graisse. Bonne Vierge, qu'est-ce que je vois dans la cour? Ah. C'est lui! Il aura donc marché toute la nuit. Non. Marcher la nuit tout seul? Oh, quand même, il n'a pas peur. Oh, vain Dieu, monsieur le petit, fatigué comme il est, s'il vient trop près de moi, je vais le foutre par terre rien que de respirer. Et si je ne respire pas, je fermente, j'éclate. Il a un manteau bleu, il porte une branche de fleurs. Un mouton marche derrière lui avec du foin entre les yeux. Il me semble qu'il a grandi. Commère, dites-moi, je leur le sois tout de suite. Hein? Vous croyez qu'il ne risque rien? C'est un pauvre enfant sans défense. C'est un berger de poésie. Il est le compagnon des pierres. Elles lui ont donné de la force. N'ayez pas peur de lui. Il n'aura pas peur de vous. Attention. Je dis bonjour à tout le monde et à chacun. J'arrive de mes moutons. Mes moutons se portent bien et moi de même. Qui c'est, cette demoiselle toute nouvelle? C'est ta cousine Amélie Lafayette du pays de Brévols. Sa pauvre mère a été prise par le Nord, qui est le mari de la mort. Elle est à Dunkerque. Oh, question d'amour, n'approfondis pas. Mon cousin, nous avons joué au jeu de construction quand nous avions 6 ans. Mangions du pain d'épices. Vous vous rappelez? Oh, moi, la mémoire, vous savez. J'ai la tête légère, mais je ne m'en plains pas. Alors, petit, quoi de nouveau sur la montagne? Tu n'as pas froid là-haut? Tu as tout ce qu'il te faut? Je t'ai fait envoyer de l'eau ferrugineuse, de la cassonade et des pantoufles. Tu n'as tout de même pas descendu à pied, hein? Oh non, j'ai pris la diligence jusqu'à la garrigue. Dis-moi, fils. Non. Reste, Amélie. Hein? Tu peux entendre la famille. Dis-moi, petit. Et ne te fâche pas si je dis mal les choses. Tout ce fardeau de sang que j'ai dans la gorge, parfois, m'embarrasse. Alors, tu vas les garder longtemps, tes moutons. Tu as les yeux plus droits qu'avant et les mains plus grandes. Le bon air, ça fait du bien. Tu ne voudrais pas...
comprends un peu la vie. J'ai une situation. Un homme comme moi, berger, tu ne me fais guère d'honneur. Hein? Après tout, pourquoi ne pas te marier? Tu as l'âge, tu as fait tes preuves, tu as su prendre tes responsabilités. Il n'y a pas dans tout le département une seule famille qui hésiterait à s'unir à la nôtre. Mes moutons me gardent plus que je les garde. Ils ne laisseront approcher aucune femelle d'homme. Je suis si bien là-haut, dans les étoiles. Mais bon Dieu, le siècle marche. Le sacré pastourel. La nature. Toi que tu passes tout ton temps dans la nature, elle ne te parle pas, la nature? Enfin, le mariage n'est pas fait pour les chiens, ni pour les colosses. Mais toi, hypothéqué comme je suis par la violence de mon être, je peux d'un moment à l'autre m'en aller. Et les meubles alors? Les propriétés, les actions, l'Algérie, le Mexique, les loyers. Toi, tout seul là-dedans? Marie-toi, mon beau, marie-toi. Les bergers, que Dieu, mais ça n'existe pas. Marie-toi, que tu la paix, léger que tu es comme un fifre. Au moins une femme, toi... Papa Bœuf, jamais je n'ai rien dit ni rien fait pour te déplaire. Mais il faut que tu saches un peu le quelqu'un que je suis. Des femmes, qu'est-ce que j'en ficherai? Ici, dans la maison, c'en est plein. Et ça sent le sang que ça empeste. Le sang ruisselle de partout. Là-haut, dans les pierres, il n'y a que le soleil et le bon air. Il y a sur chaque pierre un petit plumet de lumière. Oui, je la connais, la chansonnette. Et puis d'abord, tu n'es pas un vrai berger. Tu as tout ce qu'il te faut, du bordeaux et des langues de chat. Prends garde que la colère saisisse ton père. Écoute, papa, je ne veux pas de femme. Je connais une fée. Tu connais une fée? J'en connais une, oui, et une belle. Une fée? Non, mais tu n'es pas un peu... Oh, tu n'as pas besoin de te toucher le front. Je connais une fée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas la même chaque fois. Je la vois de loin dans sa robe blanche qui devient bleue ou noire selon le jour. La fée s'approche de la masure par de difficiles chemins. Elle lève la main comme ça, de loin. Moi, je cours devers elle, mais quand j'arrive, elle s'est envolée dans un bruit de clochettes. Juste les clochettes du break. Et je trouve à l'endroit de ses pieds 4 fraises sur une feuille de vigne. Ou bien 3 marguerites de la plaine dans un mouchoir. 3 marguerites comme celles de notre jardin d'ici. Pauvre enfant, pauvre infirme, il va falloir qu'il consulte à Montpellier. Une fois, la fée m'a laissé une montre, une petite montre d'or. Tu veux savoir ce que tu es? Eh bien, tu es fou. J'aime mieux te le dire, et tant pis si ça te fait peine. Moi, je me mange les fraises, et je me prends les marguerites, et je me couche sur la pierre, et je m'endors. Mais avant, j'ai posé à côté de moi un cadeau pour la fée, une rose de source en pierre de couleur. Quand je m'éveille, la rose a disparu. Ça prouve que la fée est revenue. Mon pauvre enfant. Quoi, mon pauvre enfant? Et la montre, c'est de la blague, ça? Ça ne compte pas? Tenez, regardez là la montre. La montre? Quelle montre? La montre de la fée. Fais voir. Où as-tu trouvé ça? La fée... Ah, fous-moi la paix avec ta fée! Est-ce que le fada, par hasard, ce serait moi? Il n'y a pas que la montre. Il n'y a pas que la montre? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je m'entends. Ça a assez duré, cette histoire. Allez, fais voir ce qu'il y a dans tes poches. Débarrasse tes poches. Dépêche-toi vite, que le sang me monte. Qu'est-ce que c'est? Une chose pour les ongles, un crayon en argent, un peigne de femme, une jarretière, des poésies. Toi qui te manques de savoir lire. Un bas de soie, rien que les choses de femme. Mais alors,
Une broche? Mais foudre de diable! Mais c'est la broche que j'ai donnée pour sa fête à la comptable? Et la montre maintenant? Mais je la reconnais! Mais c'est celle de la fille des postes! Ah, saloperie de saloperie! Bref, prenez garde de vous noircir le foie. Les broches et les montres, ça. vous savez, chez le marchand. Mais tout ça ne vient pas de chez le marchand. Les faits... Là, toi! Si tu parles, je te dévisse la tête! J'en ai maté de plus carré que toi, tu sais. Je ne suis pas un autre. Et ne t'y trompe pas. Et moi, que je vis seul ici, sans une femme, et j'en ai 30. Mais c'est pour rire, elles ne font que me coûter. Mes filles, mes nièces, la postière, l'institutrice, et toutes celles qui veulent. Et je me languis dans le désert. Et lui, ce marque mal, il me raconte qu'il va faire le berger, et c'est toutes les femmes de la maison, l'une après l'autre, qui vont le trouver là-bas, dans les pierres. Ah, si je lui fouille le gifle, je le tue. Si je me la garde, c'est moi qui crève. C'est une fée que j'ai vue. C'est la vérité que je dis. Calmez-vous, bœuf. Ah, ça ne vous vaut rien. Ça vous sert de rien. Il est jeune. Et moi, je ne suis pas jeune, avec tout ce sang que je porte. Hein, ma jeunesse, je l'ai là, 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 là. Je l'ai partout. Elle me pèse, elle me porte, elle me... Et lui, ce saligot, je lui envoie du Bordeaux, des anchois et jusqu'à une chaufferette, et il reçoit mes femmes pendant ce temps, sans rien foutre, que regarder la lune. C'est une de mes plus fortes colères qui commence. Je suis un peu berger, c'est vrai. Je veux dire un peu simple. Mais quand même, je ne veux pas que tu te fasses tant de mauvais sang. Je t'assure que c'est une fée, que je ne l'ai pas touchée. Une fée véritable. Elle apparaît le soir ou le matin, ça dépend. Moi, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'elle existe. Ses bras sentent la pâte blanche des nougats. Rien que d'y penser... 32 ans. Mais ça ne se passera pas comme ça. Toutes ces fées, toutes ces femmes, toutes ces filles, je vois bien qu'elles se sont foutues de moi. Pas une seule ici ne pourrait me reprocher quoi que ce soit. Rien, pas un mot, pas un geste. Et lui, pendant ce temps, il se servait. Ouais, on le verra qui je suis. Le père, le bœuf, le patron. Allez, tout le monde en bas. Qu'elles descendent toutes. La Parisienne avec sa peinture, les filles, les cousines, les pensionnaires, toute la barque de femmes, toute la barque de sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui le fils. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le fils est là. Moi, il faut que j'aille à mon école. Je ne peux pas m'attarder. C'est pas le moment. Monsieur l'a fait dans la grosse colère. Écoutez, bande de femmes. Premièrement, je vous parle dans le gros de la colère. Vous êtes une bande de... Mais pardon, qu'est-ce qui vous prend? Je ne supporterai pas. Vous, la Parisienne, vous êtes chez moi. Et entre nous, je n'ai pas encore vu la couleur de votre argent. Je ne vous le reproche pas, mais vous supporterez ce que vous supporterez. Ici, je suis tout. Alors les jeunes, les vieilles, les brunes, les autres, et même la chienne. Et rousse joie que tu m'as manqué 2 jours l'autre jour. Moi, alors, la montagne, qu'est? C'est là que vous alliez? Je comprends maintenant. Il en manque toujours quelqu'une. Toi, la maîtresse d'école, ne te cache pas derrière tes compagnes. C'était la montagne, hein? Il fallait bien, je faisais un herbier. Et toi, la postière? Ah bon? Mercredi dernier, le facteur, il s'était fait une entorse. Et il y avait un pli chargé pour la ferme des 4 Rouvres. Alors je me suis mise en route. La Parisienne, n'en parlons pas. Elle a toutes les excuses. Avec ses couchers de soleil.
Et vous, là, la comptabilité? Dimanche dernier, je m'étais amusée à compter les sapins. D'un sapin à l'autre, j'en suis arrivée. Bon, ça va bien. Et toi? Le vin. Et toi? Le torrent. Et toi? Mon cœur. Et toi? Oui, toi, ma charcutière. Mes bras. Et toi? Un rêve. Et toi? Pas encore. Et toi? Peut-être. Et toi? 4 fois. Et toi? Pour savoir. Et toi? Chaque nuit. Et toi, Fanny la passeuse? Tu y es allée? Non, dis-le que tu y es allée. Je suis allée dans la montagne, mais c'est à vous que je pensais. Vous, les femmes de la maison, laissez-moi seul. Je n'ai qu'un fils. Il meurt. Mais c'est mon fils. Et moi, je l'aime. Allez-vous-en! Laissez le bœuf tranquille, avec sa grosse tête. Laissez-moi dans le malheur et dans le désespoir. Papa, petit papa, c'était si joli toutes ces visites. Est-ce que tu vas te lever de là, non? Attends un peu, hein. Chacun son tour, mon fils. J'ai une idée de bœuf. Moi, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ne me regarde pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas me faire avec ce couteau? Ce couteau, il est pour toi. Ouvre les doigts. Serre le manche. Tu vois? Tu le tiens, hein? Tu es capable. Il te reste une autre main. Dans cette autre main, je mets une clé. C'est la clé du coffre-fort. Mais Oui, c'est pour toi. Prends-la. Dorénavant, mon garçon, c'est toi qui porteras le poids de la balance, la malédiction du percepteur, la cruauté du métier. Mais pour moi, rien ne vaut que la lune et la douceur. Pas d'excuse. Tu as touché la chair blanche. À toi la clé, la lame, la balance. Tu deviens le patron. La baraque est à toi. Vous, la comptable, il y a quelque chose encore que vous ne leur montrâtes point. Vos registres, vos noirs registres assommants. Et toi, ma charcutière, mène-le aux étuves, qu'il entende hurler les animaux qu'on supplie. Tu as touché la chair blanche et ses coroles rouges. Eh bien, touche-la jusqu'au fond, mon poète, mon ami. Non, garde ce couteau, ou je te calotte. Moi, bonsoir. Je m'en vais. Je quitte ce destin. Je serai pauvre, je serai maigre, j'aurai ma chambre sous les toits. Je ferai des chansons, peut-être, quand sait-on. Vous n'allez pas quitter votre maison, vos bêtes. Eh bien, je me gênerai. Il paraîtrait qu'ils embauchent du côté de Garabit. Ils font un viaduc pour le chemin de fer. M'empoilons toujours. Je peux porter d'un bras 100 kilos de ciment. Mais le soir, je jouerai de l'accordéon. J'habiterai avec les compagnons dans des huttes de bois, comme dans le Zanzibar. Comme dans le Zanzibar, mon fils, je te dis. Papa, tu me fais peur. Quand j'en aurai fini avec le Zanzibar, je mettrai le cap sur Paris. J'aurai des trous dans mes souliers. La nuit, je regarderai les belles maisons de pierre. Je mastiquerai mon mégot et je dirai, allez, vache. Ah, pour le coup, ce sera fini d'être bœuf. Et moi? Vous, monsieur, vous serez conseiller général. Vous direz, la poésie, c'est bien beau. Vous vous abonnerez aux journaux financiers. Les escalopes seront votre mine d'or. Papa, ne me parle pas comme ça. Papa, ne t'en vas pas. Je suis déjà parti. Vivre, c'est remuer. Les arbres demeurent plantés. Les hommes doivent marcher. Adieu tous. Je peux vous demander quelque chose, monsieur l'écrivain? Bien sûr, quoi donc? Et qu'est-ce que vous avez voulu prouver avec cette historiette? Mais je n'ai rien voulu prouver. Alors comme ça, vous vous lancez sans savoir si
Si vos journées de travail finiront par un toit ou par un pont, votre boulot en somme est déjà dans l'avenir, et vous comptez là-dessus. Monsieur le Rouquin, une historiette du genre de celle-ci, c'est une fable. Vous en avez appris à l'école, des fables. Et les femmes du boeuf, à votre avis, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il me semble qu'on pourrait y voir d'abord ceci, qu'il est normal qu'un commerçant, un homme actif et pour fils un poète, un rêveur. Les générations humaines doivent en effet réagir l'une sur l'autre, et même se démentir réciproquement. Quelqu'un ne prolonge et ne complète son père qu'à condition de faire autre chose que lui, de n'être pas lui. Autrement, à quoi bon fut-il venu au monde? Dans un sens, d'accord, mais finalement le fils rentre dans la boucherie, et au total rien ne changé, la même enseigne servira. Oui, mais pour maintenir l'équilibre des contrastes, le père, lui, s'en est allé. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il est devenu? Il a bien fallu qu'il se démerde. Oh, pardon, mesdames. Les étoiles, ça nourrit pas, qu'elles soient de ciel ou de mer. Finalement, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose? Oui, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous supposez? Le père a laissé tomber la boucherie. Bien, il a travaillé comme manœuvre au viaduc de Garabit. Il a perdu pas mal de graisse à ce moment. Après, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, je me suis demandé. Je me suis mis à vendre des jartelles sur les foires. Le forain, c'est un métier libéral, aéré. Jartelles, soutien-gorge, lame de rasoir, sécotine, tout ce que le ménage a besoin. L'ancien boeuf, moi je vous le dis, qu'est-ce qu'il voit pas comme fille, comme rivière? À force de tourner un jour Lyon et le lendemain Bar-le-Duc, j'ai oublié l'accent de la Lozère et la moitié de mon épaisseur. Tu faisais le boucher, toi, le requin? Alors ça, c'est première nouvelle. Et je suis devenu parigot, furtif, dégagé, mais je jure toujours. Et c'est en rigolant que je l'attends, la dernière amoureuse au rendez-vous de l'homme, la rongeuse de Barbac, la môme qui pardonne tout, la mort. Une goutte cette fois, patron? Bien, je veux bien. À la bonne heure. C'est pas de la rainette, c'est de la mirabeille. Il y a du soleil dans la vallée et du gris dans les mirabeilles. Il y a des filles toute l'année et du glouglou dans les glouteilles. Cher monsieur Vitali, je crois qu'on nous a donné une petite leçon de théâtre. Je suis tout à fait de votre avis, cher monsieur Audiberti. Aujourd'hui, nous avions donné carte blanche à Audiberti, qui vous a présenté Les femmes du bœuf. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois le 9 mai 1947. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an sur le site franceculture.fr.